Bonjour. Vous allez bien? Alors, toute première vraie vidéo YouTube. Mais regardez, on voit le décor. On voit le décor. C'est génial. Avec ce pupitre, avec cette lumière juste ici, magnifique. Avec ce tableau, avec ce réveil matin. Non, regardez pas le réveil matin en fait. Bref, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est très simple, c'est que nous allons analyser le trailer de No Way Home. J'ai énormément travaillé pour pouvoir atteindre cela. J'aurais dû sortir cette vidéo beaucoup plus tôt, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie privée et sur Twitch, donc dans tous les cas, je suis désolé. C'est parti pour l'analyse. Ici, premier plan. On voit Spider-Man qui est sous la pluie, apparemment blessé. Je pense que ce sera une scène du combat final, au moment d'une sorte de discussion, révélation, quelque chose du style. On peut clairement voir que malgré la pluie, il est en train de pleurer. Pourquoi il pleure? Peut-être MJ blessé, May blessée ou morte. Je vais être franc, niveau blessé, mort, c'est vraiment pas clair pour moi. Je vais dire blessé alors que je vais penser mort ou l'inverse. Parce que j'ai toujours... J'espère qu'il n'y aura pas de mort en fait, mais voilà, soyons francs, je pense qu'il y en aura. C'est un peu le endgame de Spider-Man, alors on verra. On verra. Depuis que j'ai été mordu par cette araignée, il n'y a eu qu'une... Juste ici, nous pouvons observer donc des images du dernier trailer, avec l'image mi-Spider-Man, mi-Peter Parker, qui est clairement une référence aux comics, quand le monde se rend compte que Spider-Man est Peter Parker. Magnifique référence, on continue. Une seule semaine où j'ai eu l'impression d'avoir une vie normale. C'est quand t'as découvert qui j'étais. Donc maintenant c'est confirmé, on sait que ils ont eu une vie normale, j'ai MJ Peter, de une semaine. C'est court pour une relation. Mais bon, c'est Spider-Man, bon voilà, ça va. Donc ça veut dire également que l'annonce de Mysterio qu'il y a eu à la fin de Far From Home se passe donc une semaine après l'annonce à Vienne, il me semble que c'est les Viennes. Une semaine seulement. Donc ça fait 2 fois que j'insiste sur une semaine, mais quand même, c'est court. À part tout ça, le début de ce trailer, c'est clairement une recontextualisation de tout ce que l'on sait, ou alors de ce qu'on avait deviné par rapport aux images qu'il y avait la dernière fois. On continue parce que c'est très intéressant ce qui se passe après. Une fuite dans le métro pour fuir la police. Je n'y crois pas une seule seconde. Je pense que il ne fuyait pas la police. Je pense que c'est une scène qui se passe après que les nouveaux méchants ils arrivent pour qu'ils puissent fuir, je sais pas. Je pense que ce sera plutôt Bouffon Vert ou à la limite Dr Octopus, mais à voir. À voir. Mais dans tous les cas pour moi, il ne fuyait pas du tout la police. Je veux dire que tu fuis pas la police dans le métro, c'est bizarre. Tu as altéré le sortilège qui devait faire oublier à tout le monde que On peut voir juste derrière que l'arbre est automnal, alors que la dernière fois, tout se passait en été. Dans un sens, c'est logique, puisque on se rappelle dans le premier trailer que l'apparition de Doctor Strange était teasée par une petite sorcière d'Halloween, donc en automne. C'est logique, mais dans un sens, c'est aussi compréhensible qu'ils aient fait ça pour qu'on puisse un peu être embrouillé sur quelle période du temps tout cela se passe. En été, en automne, en hiver. Franchement, c'est très très malin. Donc Marvel, Sony, bien joué. Peter Parker et Spider-Man. Juste ici, on peut observer les cercles magiques de Doctor Strange et surtout le côté magique violet qu'il y a autour. Violet, si on se rappelle, c'est la couleur de la magie noire dans le MCU. On peut le voir un peu avec tout ce qui est timeline dans Loki, mais surtout, on peut le voir avec la magie de Agatha dans WandaVision. Donc, est-ce qu'il est déjà en train de perdre le contrôle rien que sur ce sortilège? Sans doute oui, dans un sens, puisque il y a quand même des méchants qui viennent de tous les univers. Mais en vrai, à voir. Et maintenant, nous avons... Ici, on peut voir que Peter, il porte sa tenue classique. Donc un t-shirt, un gilet, normal. Mais plus tard, ça change. J'avance un petit peu. Maintenant, nous avons des visiteurs. En provenance de tous les... Juste ici, on peut voir que Peter est en smoking.
Personnellement, je pense que le plan où on voit le visage de Peter, il se passe avant le combat sur le pont. Et que quand il est avec son genre de smoking, c'est après. Puisqu'on peut voir un peu plus tard dans le trailer que la tenue qu'il a en dessous de son costume est beaucoup plus fine que son gilet très large. D'ailleurs, on peut également observer que le lieu dans lequel Strange et Peter parlent, c'est le même lieu dans le dernier trailer où on a pu voir que Lézard a été fait capturer. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose dans ce style dans le film? Je pense que oui, mais j'y reviens un peu plus tard. Univers. Ici, on peut voir que les pouvoirs de Electro sont très différents. Et le costume également de Peter est très différent. J'en parlerai un peu plus tard, mais retenez qu'il y a quand même beaucoup de différences sur des personnages et qui sont explicables. Toute cette attaque sur le pont et sur la route avec Gobelin et Octopus, pour moi c'est la première apparition de ces méchants. De plus, je pense que c'est juste avant la course-poursuite de tout à l'heure. Petite théorie, je pense que justement vu qu'ils vont apparaître dans cet univers, ils vont être un peu confus de savoir qui ils sont et où ils sont. Ils vont voir un Spider-Man et par réflexe, vu qu'ils sont des ennemis de Spider-Man, ils vont le combattre. Grosse théorie! Je pense que Otto Octavius va être un allié. Se rendant compte qu'il n'est pas dans son univers, son instinct de scientifique va prendre le dessus et il va essayer de comprendre ce qu'il fait là, pourquoi il est là et comment régler cette situation. Car si on se rappelle bien dans le premier film, il n'a jamais été réellement un méchant. C'était surtout les bras qu'il y avait avec lui qui l'influençaient de manière peu sympathique, disons. Donc je pense que il peut être un allié de taille. Otto Octavius est un personnage très très intéressant. Alfred Molina est un acteur incroyable. Et je pense que son apparition va être géniale. Peter. Ce n'est pas Peter Parker. Petite question, juste une petite question, voilà, entre parenthèses. Quel est l'intérêt du film de préciser que Tom Holland n'est pas Tobey Maguire? Quel est son intérêt? Pour juste influencer le fait de pouvoir préciser qu'il y a juste plusieurs univers et qu'il vient pas du même univers? Non, je pense pas. Je pense que c'est juste petite manière de préciser que peut-être que Tobey Maguire va apparaître dans le film. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Darius. Sur ce plan, on peut voir que les bras de Otto ont eu un petit upgrade. Personnellement, par réflexe, ça m'a fait penser à la couleur rouge à l'entreprise Roxxon qu'on a pu voir dans Spider-Man Miles Morales, mais en vrai, plus sérieusement, ça ne peut pas être ça. C'est pour ça que je suis un peu retourné en arrière dans le trailer, et je me suis posé une autre question. On retourne un peu en arrière. Sur cette scène, je peux me poser beaucoup de questions. Là, je peux entendre Dylan qui me pose la question. Mais Fire, pourquoi est-ce que Peter retire son masque? J'ai l'explication. Si on retourne un petit peu en arrière, on peut voir juste ici que son torse est endommagé. Et donc, vu que Otto Octavius est en train d'attaquer son torse, par réflexe, il arrive à transférer son costume à des endroits pour pouvoir se protéger. Mais donc forcément, il manque toujours des parties, donc on peut voir son visage. Et là, par exemple, j'entends Megan qui me pose la question « Pourquoi son costume est endommagé ?» Et là également, j'ai la réponse. Vous vous rappelez de ce que j'ai mentionné à l'instant? Que Otto Octavius a pu avoir quelques petites particules rouges sur son costume et sur ses bras? Ne serait-ce pas des nanoparticules du costume de Spider-Man? Je veux dire, tu vois, d'un côté, le costume de Spider-Man, il manque des trucs rouges. Et le costume de Otto, il y a des trucs rouges en plus. Ça me paraît évident. Il a pu s'adapter à la technologie de son temps. C'est génial. Il est trop fort, Otto Octavius. Il est juste trop fort. Et là, évidemment, j'entends une autre question. Mais comment il a fait pour prendre les particules? Et là, à ça, je réponds. Mais j'en sais rien, moi. Il est juste trop fort. Voilà. Ce n'est pas Peter Parker. Ici, sur cette plaque d'immatriculation, je sais que ce genre de réalisateur adore mettre des petits easter eggs sur les voitures et les plaques d'immatriculation, alors j'ai vérifié, et effectivement, là, il y en a une. Si on regarde bien, on peut voir qu'il est écrit ASM 8183. ASM 8183, pour moi, ça correspond à Amazing Spider-Man, août 1er 1983. Avec ça en tête, j'ai vérifié, et effectivement, ça correspond à un comics qui est sorti précisément à cette date-là. J'ai pas pu trouver exactement la couverture pour pouvoir vous la montrer, mais j'ai pu trouver le plot général, et ça correspond à Spider-Man qui essaye de
trouver son propre futur, un futur entre Gwen ou alors MJ ou alors abandonner Spider-Man. Donc ce qui correspond parfaitement à l'ambiance de ce film. Et ça c'est génial. Personnellement, je pense que là je vais un petit peu loin, mais en vrai c'est totalement possible. Si on observe le regard de MJ et Peter, on peut voir qu'ils regardent carrément dans la direction de Otto Octavius. Mais observez Ned, il regarde à l'opposé. Qu'est-ce qu'il fait là? Bizarre. Je pense que Octopus est en fait dans cette scène dans une genre de prison. Ce qui fait qu'ils peuvent communiquer, mais il ne peut pas sortir de cette prison. Donc il communique avec pour lui poser des questions, d'où il vient, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Mais que ce serait bizarre qu'il n'y ait qu'une seule prison. Peut-être que Lézard est à côté, ou Gobelin est à côté. Donc Ned, évidemment, il observe autour parce que Otto Octavius n'est absolument pas le seul danger. Petite théorie. D'ailleurs, on peut voir que Ned porte dans ses mains une arbalète qu'il a sans doute dû prendre pour se protéger de ces méchants. Ici, un plan très intéressant. On peut voir au milieu, je pensais que c'était une genre de tour, mais en fait, en regardant en détail, je me rends compte que c'est la statue de la liberté, mais en mode Captain America. Depuis son sacrifice, je suppose que tout le pays lui rend hommage en dépensant des millions et des milliards. D'ailleurs, dans le ciel, on peut également voir un orage de couleur jaune. Un orage classique, juste le début peut-être du multivers, ou Electro qui commence à attaquer. On verra bien. Il y en a d'autres qui se baladent dans la Ici, on peut voir Spider-Man qui est dans une zone électrique et le soleil se couche. nature. On doit les renvoyer. Plan suivant, c'est la nuit et Electro est présent. Donc, Peter savait parfaitement que Electro allait pas apparaître dans cette zone et il est parti se préparer. Cette scène est super importante, mais pas que pour ce détail. Déjà, il a des portails sur les bras. C'est trop stylé! J'ai un peu l'impression de voir un truc à la style Assassin's Creed. Évidemment, ce serait pas une lame, hein, faut pas déconner. Mais un peu dans le style, t'as les bras, t'as des armes qui peuvent apparaître. Ce serait stylé. Ce n'est pas le seul détail de cette scène. On peut voir aussi Electro en arrière-plan. Electro qui est très différent que dans The Amazing Spider-Man 2. Mais en vrai, je préfère. C'est pas parce que je préfère que je vais le laisser couler sans aucune explication. Parce que Otto Octavius est pareil, Gobelin est pareil, Lézard est pareil. Alors pourquoi est-ce que lui, d'un coup, oh bah je suis différent? Je ne vais pas laisser passer ça. J'ai une théorie. On peut voir sur cette scène que Electro est de couleur bleue, mais que son électricité est de couleur jaune. Donc je théorise que l'électricité du futur, entre guillemets, eh bien il est en train de altérer les pouvoirs d'Electro, qui étaient au départ bleus comme dans The Amazing Spider-Man, mais qui est tout doucement en train de se transformer grâce à la nouvelle électricité. Ce n'est toujours pas fini pour cette scène. On peut également voir sur le costume de Spider-Man que déjà il est de couleur noire et dorée. Personnellement, j'avais pensé à une version du costume noir un peu symbiote au départ, mais ça ne marche pas avec le doré. J'avais également pensé à un costume en caoutchouc, justement fait sur mesure pour affronter Electro, mais grâce à ce détail, j'ai toute l'explication. Regardez son torse. On voit des couleurs, on voit des gens, on voit Ned et MJ. Ned et MJ, qu'est-ce qu'ils font là? Et là, j'ai eu mon explication. C'est son costume habituel, tout ce qui est plus classique, sauf qu'il le met à l'envers. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, pour être franc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il est, il est sale à l'extérieur et pas le temps de le laver. Je ne sais pas. Pour être franc, par cette scène, je ne sais pas. On avait déjà vu l'intérieur du costume dans Homecoming, quand Peter essayait de retirer la puce que Tony lui avait mis, le contrôle parental, il me semble que ça s'appelait. On avait déjà vu que c'était de couleur noire, donc ça prouve carrément le fait que c'est le costume comme d'habitude. Et ça, c'est très cool. Alors, démêlez-moi tout ce bazar. Je vous signale que tout ce délire, c'est un peu à cause de vous. Je connais des formules magiques qui fonctionnent hyper bien et elles commencent toutes par « s'il vous plaît ». S'il vous plaît, démêlez-moi tout ce bazar. J'aime juste mentionner le fait qu'il y a Doctor Strange, MJ et Ned dans la même pièce. Ça veut dire qu'ils se connaissent, ça veut dire qu'ils discutent, ils prennent le café ensemble. C'est mortel! Un deuxième plan avec des zones électriques dans la nuit. Sans doute Peter qui est juste en train de zoner pour essayer de trouver Electro juste avant son attaque. Deux détails importants ici. On peut déjà observer que
l'homme sable et Electro sont en train d'attaquer une genre de tour. Au départ, j'étais pensé que c'était la même statue de la liberté que tout à l'heure. Mais c'est pas possible parce que là, il y a eu vraiment une entrée. Donc c'est une tour, c'est une genre d'entreprise. Et surtout, on peut observer que il y a le Daily Bugle. Tu vas te long. Et surtout, John Jonah Jameson. J.K. Simmons. J'adore ce personnage. J'adore cette personne. Cet acteur est incroyable. J'aime aussi le petit détail qu'on peut voir que la caméra n'est pas du tout sur le chaos qu'il y a autour de lui, mais sur John Jonah Jameson. Et aussi le fait que juste avant dans Far From Home, eh ben, on pouvait juste voir qu'il parlait à la caméra. Mais là, il est beaucoup plus dans l'action. C'est intéressant. Et c'est cool, on va beaucoup plus le voir, je suis content. Dans l'inconnu pour affronter des fantômes. Comment ça? Pour moi, cette scène, elle prouve un truc. Otto est gentil. Parce que déjà, il est carrément dans la même pièce que eux, pas dans sa petite prison sur le côté. Et surtout, il leur dit, ils combattent des fantômes. Et donc, pour moi, ça prouve carrément qu'il ne veut pas combattre Peter. Il est parfaitement au courant du fait que s'il rentre chez lui, il meurt, mais il combat pas pour survivre. Ici, on peut voir Peter qui essaie de récupérer une bombe lancée par Green Goblin. Moi, je pense que tout ce passage-là, cette scène avec cette tour, ça va être le point le plus important du film. Parce que déjà, détail intéressant, son costume est pas cassé comme tout à l'heure. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'il montre son visage? Personnellement, je dirais que c'est parce qu'il est dans des lieux qu'il connaît. Il connaît ce lieu. Ça peut être la tour de Tante May, la tour Fist. Si vous avez joué à Spider-Man PS4, vous savez de quoi je parle. Parce que juste ici, sur ce plan, on peut savoir que c'est la tour Fist. Observez le camion en haut à droite qui est cassé. Si on regarde vraiment en détail, on peut lire F-E-A-S-T, Fist. C'est la tour Fist. Je suis désolé. Ouais, moi aussi. Non. Évidemment, au départ, Strange il essaye de renvoyer tout le monde dans leur univers respectif. Normal, vu que c'est le garde et le garant de la réalité. Mais Peter, le truc, c'est qu'il est peut-être un peu trop gentil. Il essaye de sauver tout le monde. Donc il a même essayé de sauver les méchants de leur propre mort. Comme on peut voir avec Vautour dans Homecoming. Cette boîte que Peter vole, eh ben, je pense que c'est ce qui permet à Strange de contrôler les timelines, de contrôler les réalités. Et le fait que Peter la vole, eh ben, c'est un peu la merde pour la réalité. Pardon. Ce vol de boîte explique les fights entre Strange et Peter. Parce que le vol, c'est mal. Ici, on peut voir que Strange est totalement en train d'exploser Peter. Parce qu'il a ouvert un portail au moment où Peter a lancé sa toile pour qu'il se toile lui-même la jambe, pour qu'il soit coincé, pour que juste après Strange le coince et sépare son corps de son âme. Waouh, il est juste trop fort le gars. Il doit bien y avoir une autre solution! C'est la seule. Ici, on peut voir Tante May en mode déter. C'est assez impressionnant. Mais le problème, c'est que on voit qu'elle est un peu triste. Pour moi, en fait, elle est dans la tour Fist. Et là, elle est un peu en train de sauver Peter ou alors quelqu'un. Et qu'elle va se sacrifier. Pour moi, elle va se sacrifier, là, malheureusement. Donc, voilà, pas trop content, en fait, de voir cette scène. Théorie. Je pense que Norman va être le méchant du film. Il va pas être très violent, mais il va être moralement violent. Parce qu'on l'a vu dans le premier Spider-Man, celui avec Tobey Maguire, que il est totalement fou et il attaque tout le monde. Il avait déjà attaqué Tante May à l'époque, et MJ, donc rien ne pourrait l'empêcher de recommencer. Donc je pense qu'il va aller au centre Fist, il va un peu faire un mind game avec Tom Holland, ce qui va résulter de, sans doute, la mort de Tante May dans la tour Fist, ce qui serait beaucoup, ce qui serait hardcore, mais ce qui serait très stylé. Ils mettent notre univers en danger. J'ai mis au pause au bon moment. Regardez Electro. Il est complètement invisible, à part pour son électricité.
et on peut voir que son électricité est de couleur bleue. Mais si j'avance d'une image, son électricité devient de couleur jaune, comme son costume dans les comics. Et surtout, si on observe son torse, on peut voir un genre de arc réacteur un peu à la mode Stark, sans doute pour pouvoir contrôler l'électricité à distance et de pouvoir faire exactement ce qu'il souhaite. C'est d'ailleurs sans doute ça qui lui permet de pouvoir changer la couleur. Cette scène est également une preuve pour moi que Otto est un gentil, parce qu'il y a quand même Electro qui l'attaque. Voilà. Pour moi, je pense que vraiment Otto va être un gentil. Je serais assez déçu de voir que ça a été un double man game, mais ce serait très très cool ensuite. Observez cette image. Vous avez vu? C'est très très court, hein. Donc là on voit juste Spider-Man et Electro en arrière-plan. Petite question, là on voit quand même Spider-Man qui est en train de vivre sa meilleure vie sur une poutrelle métallique avec l'artefact le plus important sur le moment. Qu'est-ce qu'il fait Electro en arrière-plan? Pourquoi il va pas le chercher? Qu'est-ce qu'il fait? Il attaque quelqu'un. Il attaque qui? Qui est-ce qu'il pourrait attaquer? C'est une très bonne question. Moi, je vous pose la question. Hein. Peut-être... moi, je me dis, oh, peut-être Spider-Man, mais... Non, Spider-Man, ce n'est pas possible, vu qu'il est en train de chill sur sa poutrelle. À en juger par l'explosion, je peux directement vous dire que cette scène vient du début du film et que c'est la première apparition du bouffon vert. Regardez cette image. Qu'est-ce que c'est que ce design? Enfin, il a perdu son casque, enfin, c'est plus bouffon vert, c'est Monsieur Overboard. Ça n'a plus de sens. Mais dans un sens, si, ça a du sens. Parce que on peut voir que Norman Osborn, déjà, il a l'air beaucoup plus jeune, ou alors, juste, juste, il est trop stylé. Mais, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'il a les lunettes. Et les lunettes, ce sont, je pense qu'on peut tous se rappeler, les lunettes de Dr. Octopus. On peut voir dans Spider-Man PS4, mais aussi dans Spider-Man 2. Il n'a pas ces lunettes dans toutes les scènes où on le voit combattre, ce sont ses lunettes stylées, et pas ses lunettes de scientifique. Mais peut-être quelque chose avec Norman Osborn, ça peut être très très cool, hein, parce que ce sont tous les deux scientifiques très intéressants, et en plus dans Spider-Man PS4, on a pu voir cette rivalité entre Norman Osborn et Otto Octavius. Quelque chose dans le style de Spider-Man PS4 dans No Way Home serait génial. De toute manière, on le sait que Norman Osborn, il a quelque chose d'un scientifique. Veut t'obliger à choisir. Je me suis longtemps demandé pourquoi est-ce que Happy fait cette tête. Malheureusement, je pense avoir compris. Il est un peu en train d'observer le combat de loin, et peut-être même le corps de May. J'ai pas envie que ce soit vrai, mais j'ai pas d'autre explication. Je veux dire, ça ne peut pas être un autre personnage que Tante May ou Peter. Et Peter, on sait qu'il survit. Ou alors, mais... Et en plus, si c'était Peter, eh ben, il agirait, il ferait quelque chose. Mais là, il fait rien. Comme s'il était pris de panique et qu'il sait pas quoi faire. Donc c'est forcément May. Malheureusement. Donc... Ah, mince. Ici, on peut voir le même cercle que le sortilège qu'il a lancé au début du trailer, mais on peut voir beaucoup de couleurs bleues. Donc celui-là, il est très contrôlé. Malheureusement, si on continue un peu, on peut voir le sortilège parcourir le monde. Donc c'est réellement une preuve que c'est tout un délire autour des réalités. C'est pas seulement la ville. Tout est ma faute. Je peux pas sauver tout le monde. Vous avez tous vu cette scène. Vous l'avez tous vue. Juste. Soyons logiques 2 minutes. Là, on voit une scène où il y a l'homme sable, le lézard et Electro qui affrontent Spider-Man. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et pas dans le style positif. Parce que on le voit là que Electro et Lézard sont pas du tout vers Tom Holland.
c'est logique. Je veux dire, s'il était en train de le viser, comme la scène de tout à l'heure avec Electro, enfin, il serait déjà mort. C'est les Sinistres 6 quand même. C'est pour ça que je théorise que il y a les 2 autres Spider-Man qui sont dans cette scène et que nous ne les voyons pas car ils ont été édits. D'ailleurs, petite information, je n'ai pas réussi à trouver la version officielle, mais apparemment dans la version brésilienne du trailer, eh bien, cette scène est un peu plus longue, mais vraiment d'un chouïa, et on peut voir Lézard qui se prend une droite, mais dans le vide, par personne. Ce qui est encore un point en plus sur le fait que il y aura les 3. En plus, c'est beaucoup plus logique. Je veux dire, 1v3 ou 3v3. Enfin, c'est 3v3 forcément. C'est plus logique, c'est plus intéressant. Et en plus, niveau scénario, ça peut amener des choses super intéressantes au niveau du fait que les Spider-Man passent le relais au nouveau Spider-Man. Ou alors qu'il y ait plusieurs Spider-Man en même temps, comme dans le Spider-Verse de Sony. Enfin, il y a tellement de possibilités. Et ce serait idiot de leur part de ne pas aller plus loin. Ce serait vraiment stupide. Et je pense qu'ils ne sont pas si stupides. Ici, on vient de voir que le prototype de la nouvelle Statue de la Liberté est un peu en train de mourir, ce qui confirme que le combat final sera à cet endroit-là. Et on en est déjà à la dernière scène de ce trailer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sur ce dernier shot, que déjà, il y a Ned et MJ qui sont au cœur de l'action, au cœur du combat, ce qui est très étonnant, parce qu'habituellement, les amis sont toujours sur le côté du combat. Par exemple, dans Homecoming, il y avait Ned qui était toujours à l'école, et dans Far From Home, ils étaient pas dans le combat, ils ne combattaient pas. Ils combattaient pas Mysterio, ils essayaient de sauver les gens. Là, il n'y a personne à sauver, c'est une tour en construction, il n'y a personne. Donc ils sont quand même dans le fight. Ça, c'est un détail intéressant. Mais surtout, le remake de la chute de Gwen. Soyons francs, on a tous vu cette scène, on a tous pensé à The Amazing Spider-Man 2. Ce qui est normal, c'est une scène des comics qui est légendaire, et ils l'ont très très bien faite dans ce film. Elle était très très bien faite, et l'interprétation de Andrew Garfield était géniale. Et une chute comme ça, c'est logique. Ce qui amène tout de même à quelques questions. Question numéro 1, pourquoi est-ce que Spider-Man Tom Holland n'a pas utilisé, comme Andrew Garfield, une toile pour essayer de sauver MJ? J'ai 2 réponses à ça. Première réponse, il avait plus de toile. On est dans un combat, il utilise des toiles pour essayer de sauver les gens, essayer de pas que tout tombe et tout. Peut-être que ces toiles sont tout simplement cassées, et qu'il n'en a plus, et qu'il essaie comme il peut. Mais, deuxième option, Spider-Man Andrew Garfield l'a conseillé de ne pas utiliser de toile, car il sait comment ça a fini. Voilà. Donc, utiliser les toiles moyens. Et je pense que tout ça, cette chute, je pense qu'elle est très symbolique parce qu'elle va réellement représenter ce passage de pouvoir entre les Spider-Man. Parce que quand on y réfléchit, les 2 Spider-Man, quand je parle des 2 Spider-Man, je parle de Tobey Maguire et de Andrew Garfield, pardon. Eh bien, ces 2 Spider-Man, ils ont tous les 2 perdu un être cher à cause d'une chute. Je pense au nouveau Bouffon Vert, donc à Harry Osborn, et je pense évidemment à Gwen Stacy. Ce sont tous les 2 des chutes. Après, Harry Osborn, c'est un peu différent, mais ça reste une chute qui aurait pu être évitée, et le soin aurait pu être très rapide, mais il ne l'a pas été, et ça a résulté à sa mort. Pareil pour Gwen, ça aurait pu être évité, mais c'est son manque d'expérience et cette fougue qui a résulté à la mort de Gwen Stacy. Sachant tout ça que Peter était réellement amoureux de Gwen Stacy. Je parle de The Amazing Spider-Man. Eh bien, je suis sûr et certain qu'après ce film, il a pensé à des millions et des milliards de scénarios à cette scène qui auraient pu résulter à la survie de Gwen Stacy, car quand on est en deuil, on est tout de suite dans le déni et on essaie toujours de réfléchir sur comment est-ce qu'on aurait pu faire pour régler la situation. Et ce déni et ce deuil va sans doute pouvoir sauver la vie à Ned et évidemment à Mary Jane. Et on a déjà fini.
franchement, c'était très compliqué à tourner pour moi parce que c'est vraiment la première vraie vidéo que je fais. Donc c'était beaucoup de pression pour moi et beaucoup de travail. Mais franchement, j'ai bien aimé. Et j'ai calé ce point de vue, nouveau point de vue pour la chaîne. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. En plus, moi je peux me balader comme ça. Vous m'entendez un peu moins, mais en vrai, c'est trop bien de pouvoir se déplacer. C'est trop bien. Donc en vrai, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et franchement, donnez-moi votre point de vue sur le style, sur le montage. J'ai essayé de faire un petit montage, peut-être pas incroyable, mais j'ai fait mon possible. Donc franchement, donnez-moi votre opinion, dites-moi si vous êtes d'accord, si vous êtes contre, si vous avez vous aussi vos points de vue. Donc franchement, lâchez-vous dans les commentaires. Et on se dit franchement, à la prochaine. Hein. Ciao!